de l'enquête. Merci Sandra. Jean-Christophe Couvi, comment ça se passe une garde à vue à l'hôpital? Ça a une particularité, ça a des particularités par rapport à une garde à vue classique? J'allais dire que la seule particularité, c'est le lieu. C'est l'endroit. Mais en fait, les droits sont respectés au même titre qu'une garde à vue normale. C'est juste que la personne est alitée. On est interrogé de la même façon. Elle est interrogée pareil. Il y a des policiers qui gardent la chambre. La personne qui est à l'intérieur, qui fait l'objet de la garde à vue, n'a ni télé ni téléphone. Elle peut pas prendre contact avec des gens de l'extérieur. Quelque part, on la met dans une bulle judiciaire où on mène une enquête. Et puis, elle est à disposition des enquêteurs et pour se faire auditionner. Et dès lors qu'on va passer à l'audition, effectivement, on prévient son avocat. L'avocat, souvent, on lui laisse à peu près 2 heures pour venir auprès de son client. Et puis là, on commence l'audition. Et voilà. Donc, et on essaie de manifester la vérité, en fait. Tout ce que les enquêteurs veulent, c'est j'allais dire, redessiner les événements qui sont passés dans les 24 à 48 heures jusqu'à... Voilà, c'est très factuel, c'est très froid parce que c'est normal. On essaie de creuser un petit peu, de fermer des portes, notamment à des questions qu'on peut se poser, des tierces personnes qui pourraient peut-être être là et qui n'ont pas été là sur le lieu de l'accident, mais qui auraient peut-être pu participer. Je pense à des dealers, etc. Enfin, voilà, on veut remonter un peu toute l'affaire. Et puis, et après, une fois que toute l'affaire est finie, bouclée, même si ça va prendre du temps, je pense, comme dit Sandra, parce qu'il y a plein encore de questions qu'on ne pourra pas répondre en 24 heures ou 48 heures de garde à vue, ça va être beaucoup plus long que ça. Mais après, effectivement, c'est les magistrats qui instruisent l'affaire. Je voudrais qu'on aille du côté de l'hôtel de police de Melun rejoindre Régine Delfour. Régine Delfour avec Jules Bedeau. Régine, c'est donc là que sont interrogés depuis hier les 2 passagers de la voiture de Pierre Palmade soupçonnés d'avoir pris la fuite. De Jules Bedeau. Pierre Gentillet, est-ce que, peut-être que vous allez pouvoir me répondre, mais que risquent les 2 fuyards de ces véhicules, de ce véhicule? Alors Il est avéré qu'ils ont fui... Alors ça, je ne saurais pas vous répondre. Pour le coup, ça c'est un confrère pénaliste. En revanche, ce que je peux vous dire, effectivement, c'est pour Pierre Palmade. Là, la question que les enquêteurs vont devoir essayer de bien comprendre, c'est déjà, est-ce qu'il y a bien homicide? Et pour ça, il faut vérifier si l'enfant avait des chances de naître vivant et viable. Viable, ça signifie qu'il avait les organes suffisants pour avoir ne serait-ce qu'un souffle. Et ensuite, et c'est ça, à mon avis, le point qui va se jouer dans les jours qui vont suivre, c'est la question des circonstances aggravantes. En principe, pour un homicide involontaire, c'est 3 ans. Quand on conduit avec un véhicule, c'est 5 ans. Mais si il s'avère qu'il conduisait, ce qui a l'air en tout cas de se profiler, sous l'emprise de stupéfiants, à ce moment-là, on passe à 7 ans de prison et on peut monter jusqu'à 10 ans de prison si on trouve une deuxième circonstance aggravante, par exemple le fait de conduire sous excès de vitesse. Donc ça, c'est ce que l'enquête va essayer de déterminer et je pense que ça va se jouer dans les jours, dans les semaines à venir. Cette affaire nous rappelle peut-être aussi l'importance de lutter contre la consommation et pas seulement les trafics de drogue en eux-mêmes, pas le démantèlement des réseaux, il y a aussi la consommation. C'est un délit, il faut le rappeler, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui quand on consomme de la drogue ? C'est 3 ans de prison. C'est un délit, il faut rappeler, c'est pas une simple contravention. Donc évidemment, c'est pas uniquement les trafiquants, c'est aussi les consommateurs. Alors je sais qu'on a tendance à banaliser ça de plus en plus. Lui-même d'ailleurs, Pierre Palmade avait avoué qu'il consommait régulièrement de la cocaïne. Mais oui, c'est un délit, il faut le rappeler. Vous êtes d'accord avec cela, Jean-Christophe? On parle sans cesse l'accent sur la lutte contre les trafics, mais il y a aussi les consommateurs derrière tout ça. Je pense que la lutte, elle doit s'intensifier sur les deux, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un marché. Dans un marché, il y a de l'offre et la demande. Il y a le consommateur. Actuellement, c'est les AFD, c'est les amendes forfaitaires délictuelles qui, depuis 2020, existent pour sanctionner des consommateurs. Donc, c'est une amende de 200 € par consommateur quand vous faites... interpellé. Donc c'était aussi ça, c'est mis à l'étude, si vous voulez, ça fait 2 ans, on n'a pas beaucoup encore pour l'instant, pas assez de temps pour voir vraiment l'efficacité ou pas que ça aurait sur les consommateurs. Donc c'est à laisser, il faut lui laisser cette chance aussi à cette mesure. Et après, j'allais dire, il faut aussi taper justement sur les dealers, sur le trafic. Alors là, actuellement, on pilonne des points de deal. Donc, depuis quelques temps, effectivement, on met le paquet. Mais en même temps, il faut aussi, j'allais dire, ne pas faire que la carrosserie. Il faut être dans le moteur. Et le moteur, c'est quoi? C'est les trafics, c'est le dealer. Il faut remonter des filières. Ça prend beaucoup plus de temps. Là, c'est la police judiciaire, souvent, qui intervient parce que on a des affaires un peu réservées. On a plus de moyens, plus d'enquêteurs qui sont un peu plus, j'allais dire, sensibilisés à ces méthodes d'investigation. Et donc, on essaie de remonter des filières, des gros trafics. Donc, en fait, voilà, il faut une lutte, j'allais dire, dans l'instant, c'est les points de deal.
montrer que la police et la République intervient. Et de l'autre côté, il faut aussi un temps long, remonter les filières et puis effectivement agir sur les consommateurs. Et je pense qu'il va falloir aussi trouver une solution pour aussi guérir, j'allais dire, tous ces consommateurs. Pas du tout. Jean-Christophe Couvi, juste une petite question sur l'aspect sécurité aujourd'hui. Le fait que potentiellement il y ait moins de manifestants dans les rues, est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être aussi moins de débordements, moins de violence, ou ça n'a rien à voir avec le nombre de manifestants? Non, ça n'a rien à voir parce qu'on a vu en fait que les 4 autres manifestations s'étaient très bien passées. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient encadrées par les confédérations syndicales. Donc on voit bien qu'il y a un service d'ordre, on voit bien que c'est structuré, qu'il y a une coordination avec les services de police, et ça n'a pas empêché quelques trubillons d'arriver pour se montrer, pour essayer de casser du flic, voilà, s'il faut dire ce qui est. Donc là, en fait, même si les personnes, je veux dire, vont moins dans la rue aujourd'hui, ça ne changera rien parce que les Black Blocs et l'ultra-gauche voudra quand même aller dans la rue pour se montrer et encore une fois brûler des McDo, des banques et embêter les gens. Mais en fait, aujourd'hui, il faut mettre aussi entre parenthèses, c'est aussi une période de vacances scolaires. Donc déjà, il y a un impact. Et c'est pour ça aussi que Albi a été choisi, parce que c'est dans une zone où il n'y a pas de vacances scolaires pour l'instant. Et donc du coup, il y aura beaucoup plus de manifestants là-bas. Donc il montre que cette mobilisation reste profondément, finalement, Jean-Christophe Couvi, enracinée dans les territoires, dans cette France des sous-préfectures, comme on dit. Bah oui, nous c'est ce qu'on constate. On constate qu'effectivement, il y a 2 France. Il y a la France du Palais Bourbon, où on voit des choses qui se passent. Ça, on en parlera de la France du Palais Bourbon. Il y a des choses à dire. Florian Tardif est là. Il y a la France, et il y a la France, j'allais dire provinciale. Et effectivement, même pour les syndicats, pour les confédérations, il y avait 2 solutions. C'était soit on faisait des grosses manifs sur Paris, comme à l'accoutumée, etc., où on faisait venir beaucoup de monde pour se compter, ou alors on profitait justement de laisser les gens au plus près de leurs problèmes aussi, et de pouvoir aller dans la rue manifester, s'exprimer localement, parce que ça compte, parce qu'effectivement, c'est plus facile aussi pour les gens d'aller près de chez eux. Donc j'allais dire qu'un peu, c'est la tendance, vous voyez, on en parlait là, c'était comme le zouave sur le pont de l'Alma. C'est-à-dire qu'on c'est pour les vous savez, pour les inondations, on regarde toujours la côte. C'est la même chose pour nous, pour les retraites, c'est 95. Et donc, en fait, on voit bien qu'on est au niveau quand même de 95. Ça fait depuis très longtemps que les gens ne sont pas allés dans la rue pour manifester leur mécontentement sur une réforme. Et donc, on voit bien que les gens sont en train de se mobiliser. Et la grogne, elle monte. Et jusqu'à quand elle va tenir? Et prochaine étape, 7 mars. Voilà. Jean-Christophe Couvi, ce que rappelait Amaury Bucco, c'est que désormais, on a à minima toutes les pièces du puzzle en main pour reconstituer ce qui s'est passé. Alors, c'est pas encore terminé, ça se construit, le puzzle se construit, effectivement. On verra d'ailleurs si à la fin de la garde à vue, on a assez d'éléments pour décrire ce qui s'est réellement passé et j'allais dire le modus operandi, comme on dit, enfin le mode opératoire, etc. Enfin, voilà. Et donc, on verra si c'est assez. Après, il faut que la garde à vue est terminée, mais on passe sur un autre régime judiciaire. Après, ce qu'il faut remarquer, en fait, c'est que ce cas-là, en fait, qui est effectivement mis sous le feu des médias, c'est ce qu'on voit, nous, policiers, tous les jours. Et tous les jours, on voit ça dans la société française. Tous les jours, effectivement, il y a des accidents de la vie où des vies sont détruites, des familles aussi sont détruites. Là, on parle des victimes. Il y a la société qu'il faut réparer, les victimes qu'il faut réparer, et dire, en fait, juste qu'on a honte, ça suffit pas. Ça suffit pas à dire ça parce que ce cas-là, il doit servir aussi pour après. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience quelque part. Mais on n'est pas sur un fait divers, on est sur un fait de société en fait. Bah oui, d'ailleurs, au départ, on parle de chemsex, c'est chemical sex, voilà, c'est un phénomène qui touche quelques milieux, et pas que des gens, j'allais dire, qui ont de l'argent, qui touche aussi toute une partie de la population. C'est des dérives où on s'enferme pendant 2 jours et on prend toutes sortes de drogues, pas forcément de la cocaïne, ça peut être de l'héroïne, ça peut être du GHB, du GBL, enfin plein de drogues, j'allais dire même artificielles. Et donc du coup, c'est des pratiques qu'on voit de plus en plus arriver. Et notamment grâce aux réseaux sociaux, il y a des supermarchés de la drogue comme ça qui sont mis en ligne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut vraiment que les pouvoirs publics se penchent dessus. Et encore une fois, c'est la société qui est en danger et nos gamins, c'est nos enfants qu'on va voir dans quelques années peut-être utiliser ces pratiques et prendre de la drogue. Donc là, c'est là qu'il faut mettre le coup d'arrêt. Et j'allais dire que des cas comme ça,
hyper médiatisés, doivent servir pour rebondir et pour essayer d'apporter une solution sur la société et de s'en servir comme j'allais dire, édifice pour l'avenir. Car sur une ville de 50 000 personnes, c'est gigantesque, Jean-Christophe Couvi. Bah oui, on voit bien que en fait la mobilisation elle continue à grossir et là on peut s'attendre à encore davantage de personnes à Albi. Mais oui, c'est vraiment le centre. D'ailleurs, les confédérations syndicales ont bien ciblé effectivement cette ville-là. Et ça va être aussi un thermomètre. On voit bien il y a une effervescence autour de ça. Et surtout, c'est qu'en fait, les Français se rendent compte que derrière une réforme des retraites, qu'on a vendu ça avec du marketing tout autour, c'est vraiment la meilleure des réformes. Regardez, il n'y a pas d'autre alternative. Mais au fur et à mesure où on gratte un petit peu le vernis, tout le monde voit qu'il y a des angles morts. Et en fait, les Français se disent, mais on m'a servi la même soupe avec notamment la crise de la Covid. Je me rappelle, moi, de ce qu'on nous racontait. Les masques, ça sert à rien. Il faut pas porter. Vous les portez mal. Et puis le surlendemain, il faut les porter. Et ainsi de suite. C'était que ça. Et donc, du coup, les Français se disent, mais est-ce qu'on doit croire l'exécutif? Et à chaque fois qu'on nous sort quelque chose, à chaque fois, il y a des choses qu'on nous cache. C'est contredit. Et donc, du coup, les hommes politiques, je veux dire, sortent pas forcément grandis de tout ça. Tout à l'heure, j'ai écouté un député qui disait qu'en fait, la démocratie, ça se faisait au Palais Bourbon, ce qui est vrai. Je suis policier, je vais pas vous dire le contraire. C'est normal. Sauf qu'en fait, les Français, ils votent pas que tous les 5 ans. C'est-à-dire, on ne met pas un bulletin dans une urne et 5 ans plus tard, on se réveille, comme Hibernatus, on vous réveille pour aller voter et dans les 5 ans, on fait plus rien. Oui. C'est-à-dire que nous, les Français vont dans la rue pour s'exprimer leur mécontentement et donner aussi leur opinion quand on n'est pas entendu. Voilà pour Jean-Christophe Couvi, ça donne le sentiment d'une technocratie complètement déconnectée de la réalité. En fait, j'allais rebondir là-dessus. En fait, cette réforme, elle a été créée par des technos. Voilà, c'est des technos qui ont des tableurs Excel qui font bouger les colonnes pour arriver à un équilibre. Et en fait, à la fin, on voit bien que les gens, eux, ils parlent pas techno. Eux, ils voient le réel. Ils voient que c'est 2 ans de plus à la fin. Avec une retraite, il va falloir même travailler plus tard que 64 ans. Parce qu'en fait, il y a l'âge légal qui est de 64. On fait un focus. Il y a l'âge réel. Et l'âge réel, effectivement, est toujours supérieur à l'âge légal parce qu'il nous faut beaucoup plus de trimestres. Et donc, si c'est partir à la retraite avec une retraite vraiment minimale, mais en fait, les gens vont rester plus longtemps. Et donc, à la fin, on voit bien, d'ailleurs, que c'est mal amené. Et à la fin, comme on dit souvent, la sauce va coûter plus cher que le poisson. Oui. Voilà. Et donc, on va arriver, encore une fois, à faire des déficits. Là, on était censé faire des économies. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas consulté ceux qui pouvaient amener des solutions autres que cet emblème, travailler plus longtemps, un peu comme les autres Européens. Mais les autres Européens, ils nous le disent aussi. Ils nous disent, mais c'est vous qui avez raison. Parce que nous, en fait, on fait que des petits boulots avec une retraite, parce que notre retraite ne suffit pas à nous autosuffire. Donc, on bosse à côté, on travaille à côté. Et en fait, c'est vous, les Français, qui avez raison, ne lâchez pas. C'est ça, en fait, le vrai sujet. L'ubérisation de